Hello tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais réaliser une alimentation 220 volts, 15 volts avec 4 sorties. Donc j'ai réalisé ce prototype, ou je réalise ce prototype avant de faire le circuit imprimé. Parce que ces bêtes là sont un peu capricieuses de temps en temps, donc il vaut mieux faire des essais avant de faire le circuit final. Donc pour l'instant j'ai fait que la partie alimentation. Connecteur d'entrée 220 volts, le système de filtrage, le redresseur et les capacités de filtrage continu. Voilà le circuit ou le schéma du circuit que j'ai réalisé pour l'instant. Donc sur la plaquette d'essai, on retrouve cette partie-là pour l'instant. On retrouve l'adaptation du 300 volts vers le 15 volts pour l'alimentation du circuit intégré. Et cette partie-là, tout ça a été câblé pour l'instant sur le circuit que voici. Voilà. Donc je vais commencer par faire des essais de l'alimentation pour voir si tout se comporte bien. Et puis après, on continuera le montage du circuit. On va donc tester cette première partie en tension. Pour cela, j'ai une alimentation variable. En cas de problème, je peux monter doucement la tension. Donc, j'ai placé 3 voltmètres pour cette première manip. Le premier voltmètre m'indique la tension réseau, c'est-à-dire le 230 volts. Le deuxième voltmètre m'indique la tension continue redressée, qui va être de l'ordre de 320 volts. Et le troisième voltmètre va m'indiquer la tension d'alimentation de mon circuit intégré que voici. Et celui-là, il lui faut 15 volts. Donc, on y va doucement. Donc, je monte la tension. Voilà. Donc, je suis à pratiquement voilà, 236 volts. Au réseau, 312 volts continu, redressé, et 14,5 volts sur l'alimentation de mon circuit intégré. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Donc je laisse un peu chauffer pour voir s'il n'y a pas de problème, mais ça n'a pas l'air de fumer. Donc la prochaine manipulation, c'est de vérifier le courant. Donc quand on va enclencher le 220 volts à pleine tension, voir si la charge des condensateurs ne provoque pas la fusion du fusible. Sinon, on va falloir trouver un système pour limiter le courant au démarrage. Après avoir vérifié la tenue en tension de cette partie de la lime, je vais vérifier le courant d'appel à l'enclenchement quand on va mettre les 220 volts d'un coup sur cette carte. Alors comme vous le savez, les condensateurs de filtrage se comportent comme un court-circuit s'il y a une variation de courant rapide. Donc ce qui se passe à l'enclenchement. Donc j'ai enregistré le courant à l'enclenchement via cette petite résistance de 0,5 ohm. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai une pointe de courant, comme on voit ici, qui fait à peu près 0,4 volts. Vous voyez l'échelle 0,2 volts par carreau. Donc 0,4 volts avec une sonde par 100, ça fait 40 volts au bornes de cette résistance de 0,5 ohm. Si j'applique la loi d'Ohm, 40 sur 0,5, ça fait un courant crête de 80 ampères pendant environ 1,6 millisecondes. Donc ça commence à faire beaucoup. Il faut faire attention à la définition du redresseur ou des diodes du redresseur. Pour limiter le courant, j'ai placé en série dans le circuit une résistance appelée NTC de 5 ohms. Donc c'est un composant dont la résistance varie avec la température, c'est-à-dire si on tire du courant sur le circuit, sa température monte et sa résistance chute. Donc elle dissipera pas beaucoup de puissance. Et voilà ce que ça donne au point de vue courant. En ayant mis cette résistance en série, ben, j'ai plus
80 ampères comme avant, mais il m'en reste que environ 35. Alors l'amplitude est de 35 ampères, le temps est un peu plus long, mais pas beaucoup, de 20 ou 30%, mais ça stresse moins tous les composants qui sont derrière. Pour continuer le test, j'ai monté une partie importante de cette alimentation, c'est-à-dire le circuit de commande ici, avec les deux transistors de puissance, transistor MOS, et les résistances de gâchette qui vont bien. Voilà, donc le circuit se trouve ici, et les deux transistors MOS se trouvent ici. Donc on va mettre la tension et vérifier avec l'oscilloscope les créneaux de sortie pour voir si tout se passe bien. Dernière chose avant le démarrage du test, à la place du transformateur haute fréquence, j'ai mis 3 résistances de 470 ohms en série. Donc sa valeur globale fait de l'ordre de 1400 ohms. Voilà, je mets sous tension. Je vais monter à 230 volts au réseau. Voilà, j'y suis, 233 volts à l'entrée de l'alimentation. Je suis toujours à une tension réseau de l'ordre de 230 volts. La valeur efficace du signal carré est de l'ordre de 160 volts, puisqu'on a 0,1 volts par carreau et la sonde, c'est une sonde par 1000. La fréquence de fonctionnement est légèrement supérieure à 50 kHz, puisque l'intervalle de temps que vous voyez ici est de l'ordre de 19 microsecondes. 20 microsecondes, c'est 50 kHz. Alors le montage semble bien réagir et rien ne chauffe anormalement. On va pouvoir continuer les tests. Alors je viens de recevoir par courrier le circuit imprimé que j'ai dessiné. Donc je vais m'arrêter d'expérimenter sur la plaquette d'essai et je vais monter les composants directement sur le circuit imprimé. Alors avant de monter, il faut tout percer. C'est ce que je vais faire. Comme vous pouvez voir, je désosse la plaquette d'essai pour remonter les composants sur le circuit imprimé, le nouveau. Alors, le montage se passe bien et on va pas tarder à refaire les tests d'alimentation continue. Donc toute la partie primaire, c'est-à-dire avant le transformateur haute fréquence, est montée. Donc on retrouve ici les transistors de puissance et le circuit de commande. Donc par rapport au schéma, tout ce qui est en rouge et en bleu est monté. Donc là on va pouvoir faire un essai intermédiaire encore, mais pas sur le transfo, sur une résistance de charge que voici. J'ai enregistré le signal sur la résistance de charge, donc on trouve une période qui fait à peu près 16,7 ou 16,8 microsecondes, ce qui correspond en gros à 60 kHz. L'amplitude, donc on a 0,1 volt par carreau, avec une sonde par 1000, donc j'ai une tension efficace d'environ 160 volts, ce qui correspond bien à un demi-pont. Donc le circuit a l'air de marcher, on va continuer le montage. Le montage des composants est terminé, il manque que le cœur du système, c'est le transformateur haute fréquence.
comme je suis fan des essais intermédiaires, ce qui permet souvent de découvrir des problèmes avant la fin du montage, on va tester chaque section à part. Donc, ce que je vais faire, je vais alimenter en 24 volts, une après l'autre, les 4 sections. Alors, c'est du 24 volts 50 Hz, bien sûr, c'est pas le 60 kHz qui est prévu pour le montage final, mais ça permettra quand même de tester toute la ligne, si tout marche correctement. Comme je tire pas de courant, le filtrage est suffisant pour du 50 Hz. Voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Le voltmètre à gauche, hein, c'est la tension réseau, 24 volts, ou alternative. Et la tension ou le multimètre à droite, c'est le 15 volts en sortie du montage. Donc là, et on voit bien la LED qui est allumée, donc tout fonctionne correctement. On va faire ça pour les 4 sections, une à une. Une fois que tout cet essai sera terminé, on s'attaquera à la partie finale, c'est-à-dire le montage et le bobinage du transformateur haute fréquence. Avant de passer à la réalisation du transformateur, il faut passer par un peu de théorie. Et même si cela reste approchant, il est impératif de passer par ce stade. Avant tout, il faut choisir en fonction de la place, du nombre de spires et du nombre de sorties souhaitées, le corps de bobine. Alors je vous en présente un, voilà. Puis on choisit le circuit magnétique associé à ce corps de bobine. Donc voilà, le circuit magnétique qui est associé à ce corps de bobine. Pour ma part, j'ai opté pour un circuit sans entrefer, c'est-à-dire on-gap en anglais, réalisé dans un matériau de type N87 et dont on trouve les caractéristiques ici. Avec ces informations, on peut passer au calcul en utilisant principalement la formule ci-contre. À partir de celle-ci, on peut en déduire le nombre de spires. Le calcul est réalisé avec Excel. On y trouve la section du noyau qui doit correspondre à la section de la documentation. On y trouve la tension qu'on applique aux bornes de la bobine. Donc pour ma part, c'est 160 volts parce que je suis avec un hacheur en demi-pont. Et on y trouve aussi la fréquence de fonctionnement que j'ai choisie. Dernière chose, il faut fixer l'induction de travail du circuit magnétique. Celle-ci doit être autour de 0,1 Tesla pour des raisons d'échauffement du circuit. Donc pour ma part, j'ai opté pour 0,13 environ. Et tout ça me donne donc un nombre de spires au primaire. Concernant la bobine secondaire, on définit le rapport de transformation en fonction du nombre de spires et de la tension souhaitée. Le reste du calcul sert à définir ou à vérifier la section des conducteurs de la bobine ou des bobines. Attention, la couche de peau des courants en fonction de la fréquence joue un rôle dans cette définition. Alors pour mon transformateur, je vais partir sur 50 spires au primaire et 7 spires pour chaque secondaire. Parce que je souhaite obtenir environ 20 à 23 volts sur chaque secondaire. Pour terminer, et dans certains cas, le calcul ne matche pas toujours avec les éléments choisis. Pour des problèmes mécaniques ou électriques, exemple, le nombre de spires total ne rentre pas dans la fenêtre du corps de bobine ou l'induction à mettre en œuvre est trop élevée. Et j'en passe. Il faut donc refaire des calculs avec un autre circuit magnétique et corps de bobine ayant des dimensions différentes. Voilà, j'ai résumé rapidement la marche à suivre pour la définition de ce transformateur. Maintenant, assez papoté, on va passer à la réalisation pratique de ce bobinage et du transformateur.
Comme j'ai pas encore réalisé ma bobineuse, je vais devoir réaliser les bobines à la main. Donc pour ceci, je vais passer une tige filetée dans le corps de bobine avec 2 vis pour la maintenir et je vais fixer l'ensemble dans un étau et je vais bobiner à la main. Alors le problème un peu, c'est le dénudage de l'isolant parce que pour pouvoir souder le fil sur les différentes pins du corps de bobine, il faut que ce soit propre. Donc il faut enlever l'isolant. Donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'autre méthode que de chauffer le cuir pour brûler, voilà, pour brûler l'isolant. Il faut bien insister que ce soit bien chaud. Voilà. Et on l'enlève un peu avec un papier de verre pour bien nettoyer. Voilà. Alors ça prend un peu de temps, mais c'est assez efficace. Donc il faut que ce soit bien propre. Et ça, il faut le faire à chaque soudure. Il y en a quelques-unes. Voilà. La partie primaire est terminée. Il y a 50 spires sur 2 couches qui sont reliées à ces 2 pins là, comme un peu sur le schéma. Donc là, on va mettre un isolant et puis on va bobiner les 4 secondaires de 7 spires et ça sera terminé. Alors je bobine tout à la main, j'enroule. Voilà, les différents bobinages sont terminés. On voit ici l'arrivée des fils sur les pins de sortie qui elles-mêmes seront soudées sur le circuit imprimé. Donc là, il ne reste plus qu'à monter les 2 demi-circuits magnétiques sur le corps de bobine. Alors ça c'est simple, hein, on vient l'enfiler de chaque côté. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc on va juste mettre un bout d'adhésif autour pour être sûr que les circuits magnétiques restent bien en place. Une fois que ceci sera réalisé, je vais monter l'ensemble sur le circuit imprimé. Pour le maintien des circuits magnétiques, j'ai mis en place un adhésif provisoirement. Normalement, il y a 2 languettes, une de chaque côté, qui maintiennent les circuits magnétiques en place. Mais pour l'instant, j'ai pas ces pièces. Donc, on va monter le transformateur sur le circuit imprimé avec l'adhésif. Le montage des composants est terminé. Voilà la plaquette complètement montée. Donc, place aux essais finaux. Donc test final avec la carte complètement montée. On voit que les 4 sorties sont allumées. Donc le premier voltmètre complètement à gauche, c'est la tension réseau. Donc là on a environ 230 volts. Le second appareil, c'est la tension redressée au secondaire du transformateur, ici. Et le dernier appareil à droite, c'est la tension régulée à la sortie de la carte. Donc ça correspond en gros au calcul que j'avais effectué. Voilà, donc c'est juste une démo à vide des 3 tensions, c'est-à-dire secteur, tension après le transformateur et tension régulée à la sortie de la carte. Pour terminer un essai en charge, j'ai placé une résistance de 47 ohms sur chacune des 4 sorties. Le deuxième appareil mesure la tension régulée sur la première sortie, c'est-à-dire on a environ 15 volts. Et le troisième appareil que voici mesure le courant sur cette même sortie. Donc avec 47 ohms et 15 volts, on se retrouve avec environ 315 mA. Voilà, c'est ce qui était prévu. En conclusion, je suis assez satisfait de cette réalisation. Elle m'a permis de définir et de comprendre le fonctionnement d'une alimentation à hacheur simple, telle qu'utilisée dans certains appareils domestiques. Alors,
Par hacheur simple, j'entends qu'il n'y a pas de régulation en mode PWM. La stabilisation étant assurée au secondaire par de simples régulateurs. La prochaine étape, ce sera la réalisation d'une alimentation mode PWM régulée en courant ou en tension. Dernière remarque, j'ai utilisé des transistors ayant des caractéristiques largement surdimensionnées par rapport au montage à réaliser. Malgré cela, les pertes ne sont pas négligeables. Et les deux transistors chauffent un peu lors d'une utilisation prolongée à 60 kHz. À mon avis, c'est principalement dû au signal de commande de gâchette qui n'est pas assez net, et c'est un peu le tort de ce type de circuit. À mon avis, 60 kHz, c'est vraiment la fréquence maximum pour l'utilisation de ce circuit de commande. Pour une utilisation prolongée, il faudra donc revoir le dimensionnement des dissipateurs des deux transistors de puissance. Vous trouverez le schéma et la liste des principaux composants utilisés à la fin de cette vidéo. Bye bye et à très bientôt sur RLC Power.